Salut guys, aujourd'hui l'épisode est présenté par Royer. D'ailleurs, on discute avec Patrick Gaudreault, une des pièces maîtresses de la compagnie. Il nous raconte l'histoire de l'entreprise qui fête présentement son 90e anniversaire. On va explorer aussi tous les défis que vit une entreprise canadienne dans un marché mondial. On va parler aussi de pourquoi leurs bottes sont uniques, puis c'est quoi leur façon de faire. Si vous aimez le podcast et vous aimez le contenu qu'on crée, je vous invite à vous abonner. Puis je vous souhaite un bon épisode. Ciao guys. Après avoir fait un concours ensemble, là, justement, j'avais hâte qu'on puisse rentrer un petit peu plus en profondeur de c'est quoi Royer, de où ça vient. Je pense que c'est 1934, c'est vieux comme entreprise. Je sais que beaucoup de monde connaissent les bottes parce que justement, le monde l'achète et ils ont besoin de ça sur les chantiers, mais c'est de où que ça part au Royer. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on voulait parler un peu aujourd'hui. Puis dans le fond, premièrement, on voulait parler de toi. Qui tu es, juste te présenter un peu là, pour le monde qui t'écoute. Écoute, très rapidement, Patrick Gaudreault, ça fait 18 ans que je suis dans le domaine des bottes de travail. Chez Royer, ça va faire une quinzaine d'années. Originalement, moi et Simon Larochelle, qui est le CEO maintenant chez Royer, on travaillait au magasin industriel de Grimby avec une propre ligne de bottes de travail qui s'appelait STI, qu'on vendait à quelques détaillants, Québec, Ontario, Maritime. Moi, lui et son ancienne copine. Et Royer, à l'époque, on les croisait dans beaucoup de trade shows, mais il n'y avait aucun import. Yves Royer, la troisième génération, Yves, c'était comme, il n'est pas question qu'on importe des bottes. Royer, c'est canadien. Il n'est pas question, mais à un moment donné, c'est une question de survie. Ouais, t'as comme pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Puis il voyait qu'on était quand même très dynamique, on avait une belle synergie. Fait qu'à un moment donné, ils nous ont comme mergé avec eux. Puis nous, tranquillement, on a gravi les échelons dans l'entreprise. De représentants à aller au marketing, après ça, aux ventes, développement des affaires, c'est ce que je fais présentement. Mais j'ai été au marketing pendant quand même 7-8 ans, directeur marketing. Puis, c'est un peu ça l'aventure. Simon, lui, tranquillement, s'est entendu avec M. Yves Royer pour, avoir une entente pour la pérennité de l'entreprise. Parce que Yves, c'est une entreprise familiale, mais il n'y avait pas de relève. Donc, il a confié les rênes de l'entreprise à Simon. Puis, écoute, c'est là qu'on est aujourd'hui. 90 ans plus tard, 1934, Royer, né à Lac-Drolet. Rapidement, l'histoire, c'est que Louis-Philippe Royer, le fondateur, c'était le barbier / cordonnier du village. Là, on est en 1934. On sort de la Grande Dépression de 1929. Les gros chantiers partout? En fait, l'économie est tough. Puis Lac-Drolet, c'est tout petit. Là. C'est à côté de Mégantic. Puis eux, ils survivent. Là. Ils sont en mode survie. Puis lui, comme cordonnier, commençait à faire des bottes pour l'agriculture, pour lui. Puis commençait à en vendre un peu partout alentour. Puis là, il y a eu de l'intérêt. En porte-à-porte, écoute, on monte loin. Là. Mais admettons, moi, une des questions que j'avais, c'est comme le bout en cap d'acier. Parce que je pense pas qu'en 1934, il y avait des règles sur les chantiers, de quel type de bottes fallait que tu portes, etc., là, au niveau de la sécurité. Fait que, comme ce monsieur-là, dans le fond, est-ce qu'il y avait-tu des... Comment dire? Y avait-tu de la protection dans ces bottes-là au départ? Au départ, c'est vraiment des bottes d'agriculture. De travailleurs. Oui, de travailleurs. Puis l'intérêt a augmenté, puis il a amené toute sa famille à Lac-Drolet pour commencer à avoir une production, si tu veux, qui était très élémentaire. Si on veut, c'est l'art de la cordonnerie. Là, c'était vraiment... Mais bon, ils produisaient tranquillement, puis ils ont eu un certain succès qui nous a amenés dans les années 40, où là, tu as la Deuxième Guerre mondiale qui arrive. Puis lui, c'est drôle, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent, M. Royer, mais c'était un ingénieur, c'était un patenteux, c'était un monsieur qui se débrouillait pour faire arriver les choses. C'est ça. Fait qu'il trouvait des façons d'arriver à son objectif ou de faire arriver sa vision. Puis l'anecdote qui est le fun, c'est qu'il faisait... Parce que en Nouvelle-Angleterre, la chaussure était très forte à ces années-là. Lui, il faisait venir les catalogues, il regardait les machines, puis il bâtissait les machines à partir du regard des catalogues. Fait que là, il bâtissait ses propres machines pour faire des bottes. Puis son fils, écoute, Henri, a commencé à s'intégrer à l'entreprise. Puis ça l'a amené un côté un peu plus, je te dirais, organisé. Là, on était plus en mode, on produit un peu plus de masse. On achète des... Oui, exact. On achète de la machinerie. Puis ça a duré jusqu'à Yves, qui a été la troisième génération, le fils d'Henri, le petit-fils de Louis-Philippe.
Fait on s'est ramassé à 3 générations. 3 générations. Puis là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, est-ce qu'on est encore la 3e génération? Non, Yves est encore sur le conseil consultatif, mais a donné les rênes à Simon complètement. Puis, admettons, le CA, les propriétaires, est-ce que c'est toujours canadien ou... Absolument. Nous, c'est vraiment un seul propriétaire. Il faut en parler. Ben oui, c'est important. Je pense on a 3 usines. On est vraiment les derniers des Mohicans. En Amérique du Nord, il n'y a quasiment plus personne qui fait des bottes. C'est pour ça que je vous invite à venir voir l'usine. Oui, c'est impressionnant. L'usine de Lac-Drolet est encore là. OK. 1934. L'usine originale, oui. Ça doit être beau à voir. Oui. Puis M. Royer, pour bâtir son usine, avait coulé chaque bloc de béton, bloc par bloc. Puis c'est le même qui a bâti son usine à l'époque. Oui, vraiment. Fait que, écoute, on a gardé cette usine-là, on fait encore des produits là, tous les produits ultra spécialisés, injection double densité de caoutchouc. On est à peu près les seuls au monde à avoir cette technologie-là. OK. L'usine de Sherbrooke 2019. Cette année, on ouvre l'usine de Magog. Nouvelles bottes pull-on, on va dire les bottes de pluie comme tout le monde connaît, les bottes à tuyaux. Là, pas de lacet. Mais plus modernes. Okay. Là, on s'attaque à des créneaux différents. Puis ça, on veut pas tomber trop vite. Là, mais comme ça, c'est à cause qu'il y a une mode ou c'est les gens veulent ça ou... Il y a un besoin dans ce créneau-là, mais je pense qu'il faut innover. On ne peut pas juste arriver avec un MeToo puis penser compétitionner des marques quand même qui sont là, qui sont présentes, qui font des excellents produits. Nous, on est spécialistes mondiaux en protection métatarsienne, donc la protection des os du dessus du pied. On a 14 petits os, là. On est spécialistes mondiaux avec des métatarses externes, internes. Donc, on va commencer à intégrer ces genres de technologies-là dans les bottes, si tu veux, à tuyaux, comme les gars appellent. OK. Mais ça, on a déjà ces technologies-là présentement. On les a sur des bottes de cuir. Il y a certaines compagnies qui ont des métatarses internes sur la botte, je vais dire pull-on. C'est vraiment ça, la botte pull-on de pluie. Mais nous, on est en train d'innover à amener d'autres protections. Puis c'est un peu ça le but. Garder encore une fois une production canadienne, c'est ça qui est un peu notre fierté. Ça doit être une fierté parce qu'en fait, justement, même pour ceux qui achètent les bottes, tu dis, bon, mais je porte quelque chose qui est fait ici, qui est fait par les gens d'ici. Avec le... Fait que dans le fond, dans le fond, vous avez ouvert 2 nouvelles usines comme récemment. Puis ça, y a-tu une raison? Y a-tu un marché qui s'est ouvert? Y a-tu une demande? Parce que là, tu sais, mettons, là, si on parle, il manque de monde dans la construction. Puis là, c'est sûr, certains ne vendez pas nécessairement juste des bottes dans la construction, mais il manque de monde un peu partout. Fait que tu dis, il y a moins de monde qui doit acheter des bottes. Puis là, toi, tu me dis que vous venez ça doit être un certain investissement quelque part. Vous avez investi dans 2 nouvelles usines. Comme, qu'est-ce qui se passe présentement là, chez vous? Ben, écoute, 2019, on s'est dit... on peut ramener une production canadienne. Dépendre de l'Asie, c'est dangereux. On l'a vu avec la COVID. Quand on donne tout le knowledge, le know-how dans n'importe quel, si tu veux, business, que ce soit les bottes de travail, n'importe quoi. Si toute l'expertise s'en va en Asie, on perd l'expertise ici. On devient dépendant complètement des Chinois. Mais je ne veux pas t'arrêter, mais là, dans le fond, la production était outre-mer avant. Non, en fait, c'est qu'on avait un mix des deux. On avait commencé à importer des produits, puis on s'est dit, crime, à valeur égale, en ajustant notre business model, on est capable sûrement de faire une partie de la finition de l'injection ici au Canada, contrôler mieux la qualité, être plus swift. Admettons qu'on a des petits changements à faire, on est capable d'adapter. Non, exactement. Donc, ça nous liait les mains vraiment un peu en Asie. Et on voulait développer des produits plus légers, plus flexibles. Ici, la technologie nous le permettait de le faire avec les acquisitions qu'on a fait de machinerie. Fait qu'on a pris ce tournant-là. C'est un gros guess. Écoute, en 2019, le monde vous êtes fous. C'est ça. Parce qu'il n'y en avait plus d'usine. Tout le monde, en fait, faisait le contraire. Même si oui, exactement. On ship à l'autre bout. Kodiak est une marque qu'on respecte beaucoup. Je veux dire, nous, on sait dans quel environnement on travaille. Vous connaissez vos compétiteurs aussi. Oui, puis il y a des compétiteurs qu'on regarde puis on admire. C'est normal. C'est comme les Canadiens de Montréal vont regarder d'autres équipes. Hey, on aimerait ça. Mais... tu regardes une compagnie comme Kodiak qui a plus que 100 ans, qui a tout donné son knowledge, qui est maintenant même plus au Canada, qui font même plus de produits canadiens, à un moment donné, c'est que l'expertise du shoemaking doit rester. C'est un peu ce qu'on s'est dit. Nous autres, on dit, regarde, puis Yves avait un peu cette mentalité-là. Yves Royer, il disait, s'il y a une usine à fermer, là, la dernière qui va fermer, c'est Royer. En fait, à un moment donné, ça devient une recette privée, secrète, là, de bâtir un peu ça, parce que tu ships à l'extérieur, mais nécessairement, il faut que tu
tes plans, tes modèles, ta technologie, il faut que tu l'envoies un peu partout. Fait que c'est une belle façon. Mais en même temps, fait que là, dans le fond, la décision de bâtir cette nouvelle usine-là en 2019 a été prise. Y avait-tu parce que dans le fond, le timing est drôle parce que dans le fond, vous avez décidé de prendre de prendre cette décision-là puis d'investir. Puis par la suite, il y a eu la COVID. Fait que là, tout le monde s'est réalisé que d'avoir toute la production à l'extérieur, outre-mer, justement, ça te liait les mains, tu étais un peu dépendant. Fait que qu'est-ce qui s'est passé avant 2019? Avant 2019, dans ces eaux-là, dans ces années-là, on a eu un contrat de l'armée canadienne. Okay. Puis là, on s'est dit, écoute, ça prend l'équipement à la fine pointe pour tous les prochains contrats. T'sais, on était capable de livrer, mais on voulait livrer quelque chose d'encore plus moderne à la fine pointe. Donc, on s'est vraiment doté des meilleures technologies. C'est toujours ça un peu. Fait que là, on a équipé l'usine de Sherbrooke vraiment pour amener ça top of class. Ouais. C'est pas gênant. On a vu beaucoup d'usines en Asie parce qu'au début, moi puis Simon, avant de se joindre à Royer, on s'occupait du développement de produits en Asie. Okay. On a visité. J'étais allé en Chine souvent. Fait que tu connais bien le processus de production. Oui, c'est ça. Okay. Fait que, puis à un moment donné, on s'est dit, crime, on est sûrement capable de faire un bout, nous autres aussi, puis d'avoir les mêmes genres de technologies, surtout en injection, surtout en semelage. Okay. Ce qui coûte le plus cher à faire dans une botte, c'est pas compliqué, c'est toute la partie couture. Okay. Donc, l'assemblage, coupage du cuir, le montage, la couture, ça, c'est plus manuel. Tandis que l'injection, on peut quand même automatiser. Et ce qu'on a fait aussi avec l'usine de 2019, c'est qu'on est devenu une des seules usines 4.0 au Québec. Donc, tout est automatisé. OK. Fait que, tu sais, on a réussi à dire, bon, mais regarde, on est capable d'optimiser nos ressources humaines, pas en écrasant le plus possible, mais en étant le plus lean possible pour produire de l'ultra-qualité, mais à un coût compétitif dans le marché. Vous êtes la Tesla de la botte de construction. J'ose croire. J'ose comprendre. Ben, c'est parce que dans le fond, c'est un peu ça qui a fait leur succès. En fait, ils ont été capables d'automatiser tout leur système de production à moindre coût, parce qu'à un moment donné, tu peux pas rivaliser si tes coûts sont tout le temps élevés. Exact. OK. Fait que dans le fond, justement, parce que là, vous dites, bon, ben, je pense que c'est un bon investissement de dire, bon, ben, on va automatiser tous nos processus, on bâtit cette usine-là en 2019, puis là, après ça, ben, tu sais, il y a la fameuse COVID. Fait que là, dans le fond, vous réalisez que, bon, ben, on a comme pris une bonne décision, on a mis nos cartes à la bonne place. Et là, dans le fond, vous vous rencontrez, puis vous devez encore plus vous dire, bon, ben là, on est déjà dans ce lancer-là. On est tous bien de tout ramener ici. Fait qu'on prépare un autre investissement? Comment que ça se passe? En fait, non, parce que la technologie qu'on va amener à Magog, c'est complètement une nouvelle technologie. Okay. C'est pas vraiment les bonnes vieilles bottes de cuir. T'sais, on va vraiment sur une technologie vraiment sur du polyuréthane puis du TPU. Fait que, tu sais, ça, c'est différent comme modèle, mais l'usine de Sherbrooke, écoute, on a été chanceux un peu parce que oui, on a pris le guess en 2019 d'ouvrir, puis la COVID est arrivée tout de suite après. Sauf qu'on est quand même dépendant du sourcing à l'international parce que tout ce qui est cap d'acier, ces trucs-là, les œillets, tout ce qu'on peut penser d'un peu plus, je vais dire, synthétique, ça vient quand même d'Asie. Fait que on est quand même un peu dépendant certaines fois du sourcing à l'international. C'est quasiment impossible d'être 100% autonome, là, dans le fond. Avant, ça aurait été possible. Mais toutes les entreprises d'ici, des années 80-90, tranquillement, n'ont pas eu le choix non plus de fermer. Parce que c'est plus compétitif. Puis c'est pour réhabiliser aussi un moment donné avec la compétition. Exact. C'est comme pas le choix, parce que ton œillet, s'il coûte 3 cents là-bas, puis toi, ici, tu coûtes 10$, c'est sûr. C'est très bon dans les bottes. J'en prends en note. Écoute, la chose que je peux te dire, c'est que les gens, des fois, ils regardent notre marque. C'est sûr qu'on a des produits importés, on a des produits qu'on assemble, puis il y a des produits qu'on fait totalement au Canada. Mais tu sais, j'enlève rien aux autres marques parce qu'il y a des marques extraordinaires qu'on regarde et on est comme wow. Ils lancent des produits, tu fais comme ouf. C'est top en classe, c'est écœurant. Puis on n'est pas des fast followers. Nous autres, on regarde devant, on joue un peu des Infinite Games. Simon Sinek qui avait parlé de ça. C'est fais tes trucs, essaie d'être meilleur qu'hier. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que la compétition, je veux dire, c'est pas que c'est facile, mais designer produit, faire le blueprint, recevoir les prototypes, puis faire une production en Asie, c'est très différent que de garder 150 emplois puis d'avoir 3 usines. Tu comprends-tu? Ça, nous autres, c'est notre fierté, mais c'est pas facile. Ben, c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, puis, tu sais, c'est dans n'importe quoi, même, mettons, le consommateur, c'est pas nécessairement facile de dire « Ah, je vais acheter ça là, vu que c'est canadien. » Mais, tu sais, mettons, là, c'est une autre chose. C'est des bottes de travail. Ta botte de travail, tu la gardes
tout dépendamment de n'importe quel métier, dans quel domaine que tu travailles, mais tu peux garder ta botte un 6 mois, un an et demi. Fait que c'est pas un verre que tu achètes de la Chine ou whatever, que tu dis, c'est pas grave, je l'achèterai pas le Canadien. Fait que moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est quand même intéressant. Puis justement, là, vous êtes en mesure aussi de garder des jobs au Canada, au Québec. C'est un win-win, je pense, pour tous. Mais c'est pas facile non plus. C'est pas facile. Il y a beaucoup de compétition, c'est sûr. Aussi. Les gens, tu vois, tu me regardes, je vais être très honnête avec vous. Nous autres, en 2012, on fait un focus group à Verdun, en arrière d'une fenêtre. Je vais toujours m'en rappeler. Il y a 20 travailleurs de la ville de Verdun qui sont là. Et là, le gars met une paire de bottes royées puis il dit au gars qui connaît ça, il y en avait 2 sur 20. Des cols bleus de Verdun. Il y a beaucoup de Québécois là-dedans. Puis là, ils leur disent, regarde, c'est une marque québécoise qui est là depuis 1934. Personne ne connaît ça. Moi, je suis revenu au bureau. Je fais, on fait quoi? Puis écoute, la petite histoire, je vais la faire rapide, mais le dimanche, c'est 1 heure sur Terre. C'est Georges Saint-Pierre qui est l'invité. Okay. Le Canadien le plus connu sur la planète en avant de Céline. Je dis à mon boss, je dis, Georges Saint-Pierre comme porte-parole, qu'est-ce que t'en penses? Pire, hein? Il part à rire, tu sais, puis on envoie un email, puis on n'a jamais de nouvelles. Puis genre 8 mois après, son agent nous contacte, puis il dit, vous me cherchez. On s'assoit avec eux. Georges cherchait une entreprise québécoise qui venait un peu comme lui. Petit village, Saint-Isidore, respect, rigueur, persévérance. On se rend compte, le fit est parfait. Georges est avec nous autres comme porte-parole pendant 6-7 ans. Ben mais si tu t'en vas pas, si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Au pire des cas, la seule chose qui va arriver, c'est que la personne va te dire non, mais si tu ne l'essayes pas ou tu ne poses pas la question, tu ne sauras jamais la réponse. Exact, tu as raison. C'est vraiment la meilleure chose. Puis peut-être aussi, puis là, je ne veux pas m'avancer, peut-être aussi, c'est un peu ça aussi peut-être qui se passe au Québec, au Canada, que c'est pas nécessairement facile d'être fier de toutes nos marques ou whatever. Peut-être que le monde sont peut-être un peu gênés de demander ou les Américains ou tous les autres pays sont fiers de faire la promotion des marques de leur pays. On est peut-être moins patriotique ici au Canada. Fait que c'est peut-être moins facile pour une équipe comme vous autres ou une entreprise comme vous autres de rayonner comme entreprise canadienne, outre les bons produits puis le bon service. Fait que ça aussi, c'est peut-être pas facile non plus. T'as raison. On est comment dire, ça reste un château fort, le Québec, mais ça reste qu'on a encore... On pourrait avoir plein d'autres travailleurs qui ont nos bas. Moi, je vais au Tim Hortons le matin, c'est la première fois que je regarde les gars, ils ont-ils des royers? Il y en a beaucoup qui en ont. Mais je pense qu'au Québec, il y a peut-être ce petit... comment dire, des fois, on hésite à peut-être être fier justement de ce qu'on accomplit, de ce qu'on fait. Puis l'autre anecdote rapide, c'est que justement, quand on a signé Georges, on va à Vegas à un combat, on était invité. Okay. On arrive là-bas, on débarque de l'aéroport, puis à Vegas, les gens qui ont été vont comprendre. Tu descends pour le baggage claim. Les 4 panneaux, c'est Céline, Cirque du Soleil, Véronique Dicker, Georges Saint-Pierre. Ouais, non, c'est ça. Tout du Québec. Je me dis, la fierté québécoise, là. On est où, man? Puis à l'international, on chaîne en TI, en tout ce qui est événementiel, Moment Factory. Je veux dire, c'est incroyable ce qu'on fait. Là, on n'est pas capable de garder ça chez nous. Quand on parle, mettons, du stade olympique, je ne vais pas aller là-dessus, là, mais... on va pas! Tu sais, c'est des choses, je me dis, crime, pourquoi qu'au Québec, on n'est pas capable de rayonner puis amener notre expertise et en profiter nous-mêmes au lieu de faire profiter à l'international de ce qu'on fait, tu sais. C'est un peu la même chose avec les bottes. Des fois, je me dis, Caroline, les gens disent, ouais, mais Royer, j'ai jamais trouvé la bonne botte. On a 200 modèles. Ouais, ça va dire, il n'y en a pas juste un modèle. Exact. Mais... Ça, c'est à nous, par exemple. L'éducation, elle nous appartient. C'est à nous de s'assurer que le gars, exemple, qui fait du coffrage, il a le bon produit. Exact. Puis pourquoi que je prendrais ce produit-là? Exactement. Ça. Fait que l'éducation, ça nous appartient, puis c'est quelque chose qu'on doit mieux faire, ça, je l'avoue. Mais c'est pas nécessairement facile non plus aussi, là, parce que, tu sais, dans la... Puis, t'as-tu un chiffre, là, brièvement, comme au niveau de la compétition? Ça ressemble à quoi, la compétition? Tu sais, combien de compétiteurs directs qu'on peut retrouver, mettons, dans les... il y en a beaucoup. C'est ça, il y en a tellement. Fait que c'est pas nécessairement facile de écoute, encore une fois, je le dis, je le redis, il y a des marques incroyables. Oui, bien... On regarde les produits, je les nommerai pas, là, mais écoute... non, mais c'est sûr et certain qu'il va tout le temps en avoir des bons, comme dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine. Ça, c'est normal, mais de pouvoir justement dire, ben regarde, je travaille au Canada ou au Québec,
ce serait le fun. Peut-être prendre des bottes qui, justement, qui sont faites ici par des gens d'ici, avec du matériau d'ici. En tout cas, là, on pourrait en parler pendant 75 heures, là, mais je veux dire, je pense que c'est important de quand même garder ça en tête qu'à un moment donné, il va falloir être un petit peu plus fier de où qu'on vient et du stock qui sort d'ici. Parce que, comme tu dis, il y a tellement de belles expertises qu'on n'est pas en mesure peut-être de valoriser ou whatever, qui je pense qu'on devrait peut-être le faire. Pour passer à autre chose, en fait, justement, tu parlais de... Tu sais, on rentre un petit peu plus dans toute la technologie que vous développez depuis 1934. Puis avant même de rentrer peut-être plus deep dans la technologie, encore une fois, ma question, c'est quand que le cap d'acier, le bout solide, est rentré dans la botte? Parce que, tu sais, c'est en même temps, c'est depuis quand qu'il y a des bottes à cap d'acier, ces chantiers de construction? Années 70 environ, là, où on est devenu des leaders dans la protection à cap. Là. Puis ça part de où, ça? Sais-tu, ça part de où? Écoute, c'est une bonne question. C'est sûr que la CSA, à un moment donné, a commencé à normer les produits. Dire, regarde, les travailleurs de la construction, là, pas le choix. Ça prend un triangle vert, qui est en fait anti-perforation puis cap. C'est ça le triangle qui veut dire sur les bottes. Puis, ils ont commencé à normer. Donc, nous, on est devenus un peu leader. Puis, on a toujours travaillé de concert avec la CSA. On a le seul lab approuvé hors CSA au Canada. Donc, nous, on peut normer nos propres produits. Fait qu'on a un laboratoire à Lac-Drolet où on est capable de faire les tests d'impact, diélectrique, les flexions et tout ça. Bien, ça faisait partie... Vous viendrez nous voir, on va vous montrer ça. Non, mais ça faisait partie aussi de mes futures questions. Tu sais, moi, tout ce processus-là de... Tu sais, quelqu'un qui a la botte dans ses pieds, là, puis... Mais t'as la botte dans tes pieds, mais quelqu'un a fallu qu'il réfléchisse à tout ça, il a fallu qu'il pense à tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, justement, c'est... fait que là, le cap d'acier rentre justement en 1970, puis ça, c'est justement la CSA qui fait comme là, on a comme pas le choix, mais sais-tu un peu l'histoire de ça? Ou... c'est comme je t'ai dit, le cap est devenu à un moment donné mandatory, il est devenu obligatoire. Puis nous, à travers ça, c'est drôle parce que pendant ces années-là, on a raidé longtemps comme compagnie de sécurité. On faisait des bottes de sécurité. En passant, Royer a tout essayé. Dans les années 70, on a fait des souliers de golf, de majorette, de ski de fond. On a tout essayé. Ben, tu sais, quand tu portes la botte, tu peux faire du soulier, des trucs comme ça. Et à la base, c'était quoi? C'était du cuir, en fait? Écoute, je te montrais les photos. Il y a eu de tout. Là. Ça doit être de toute beauté, les bottes de majorette. Il y a eu des bottes d'hiver en poêle. Tu sais, je veux dire, on a fait des vêtements de skidoo. Ben, des fois, t'essayes un peu tout pour venir. Oui, exact. Mais là, tu vois, c'est drôle parce que l'ultra-focus doit être sur les bottes. Maintenant, on dit que tu peux pas, surtout dans le monde d'aujourd'hui, tu peux pas diversifier tant que ça. Puis l'autre gros tournage, je te dirais, chez Royer, c'est au début des années 90, les alumineries cherchaient des solutions pour les bottes, tout ce qui est les cuves ultra à haute température. Chaud. Puis ils voulaient une botte, en fait, qu'ils appellent Dip Testé. C'est une botte qui prend pas le feu quand tu trempes dans l'aluminium en fusion et que tu es capable d'enlever rapidement pour pas qu'il y ait de brûlure. T'sais. Fait qu'ils ont commencé à, nous approcher, travailler de concert avec Royer pour développer un produit qui maintenant est devenu mondialement reconnu, qui est vendu dans 21 pays. Fait que, tu sais, il y a eu le cap, mais là, c'est là que maintenant, on est devenus des experts de tout ce qui est métal en fusion, transformation des métaux. Puis ça nous a amené l'expertise métatarsienne que je parlais tantôt. Tu sais, fait que... Ben, tout comme n'importe quoi, tu vas me dire, est part d'un problème, en fait. Fait que le problème, c'est... Il devait y avoir du monde qui s'échappait de quelque chose sur ses pieds, puis ça faisait mal. Là. Il y a du monde qui se blessait. Puis la semelle ultra résistante, que ce soit pour les chocs électriques ou whatever, il y en a qui devaient avoir des bottes, puis on s'est rendu compte que ça passait par la botte ou on s'en allait au sol directement. Fait que il y avait des problèmes, puis ça c'est intéressant. Dans le fond, il y a du monde d'ici, des entreprises d'ici qui ont fait comme, hey, moi, mettons, mes gars ou les femmes avec qui travaillent chez nous, ben on aimerait ça peut-être développer une nouvelle botte. Fait que là, vous êtes rentrés. Mais là, le labo que tu parlais, ça fait-tu longtemps que vous avez un labo? Ça fait quand même, ben on a toujours eu un... Je dirais que recherche-développement, innovation, tu n'as pas le choix. Si tu veux survivre comme petite entreprise, nous autres, on est vraiment David contre Goliath. Tu regardes les gros groupes. Mais c'est ça aussi, ça fait partie du challenge. Puis c'est ça qui est le fun le matin quand tu te lèves, tu dis, hey, regarde, on est dans la même ligue qu'eux. On a un bon défi. On a un bon défi, c'est le fun, c'est motivant. Mais oui, on a toujours capitalisé sur l'innovation. Puis l'équipe innovation à Sherbrooke, c'est vraiment une équipe top.
On teste tout. OK. Tout est testé en laboratoire. On fait affaire avec Satra aussi, qui est un laboratoire en Angleterre, OK. où tout est normé. Exemple, les produits Arctic Grip, c'est avec l'Université de Toronto, une cabine inclinée avec de la glace qui dit, bon, mais garde, à tel angle, la botte résiste encore. Ou Puis elle le gars glisse. ouais, exactement. OK. Donc, tu sais, ce qu'on fait, on essaie de le backer avec de la science pour pas juste vendre de la bullshit. Ça va te protéger. Exact. C'est C'est parce que, anyway, on n'a pas le choix. Ouais, je dis, dans le marché d'aujourd'hui, si tu n'as pas de feature, si tu n'as pas d'innovation, tu ne passes pas. Fait que c'est toutes les justement, comme tu dis, les features qui fait que, justement, ta botte, elle est mieux que l'autre ou elle est plus adaptée à tel métier. Exact. OK. Fait que là, dans le fond, juste pour ne pas perdre le fil, Ouais. il y a les caps d'acier, il y a les semelles qui arrivent, justement. Puis là, tu veux-tu continuer peut-être l'histoire En fait, avec super intéressant. Ouais. Donc, c'est ça, les caps. Bon, là, on est passé après ça aux alumineries. Les métaux en fusion, ils cherchent une solution. Ils cherchent surtout une semelle qui va résister à 1000 degrés Fahrenheit et plus. OK, quand même. Tout ce qui est métaux en fusion liquide, Ouais. c'est très chaud. Puis là, Roy a décidé d'investir quelque part dans les années 80, fin des années 90. On a acheté un carrousel double densité d'injection de caoutchouc. OK, fait que ça, c'est en usine. Là, en usine. en Fait que là, production. au lieu de coller des semelles en caoutchouc, là, on les injectait. T'sais. Fait que le direct attach, dans le fond, la partie cuir descend, il y a un moule qui ferme, on injecte. Mais les gens, d'habitude, injectent en polyuréthane caoutchouc. Nous autres, on injectait caoutchouc, qui était une technologie qu'à peu près personne n'avait dans le monde. Okay. Il y avait 2 carousels comme ça. Et là, nos bottes sont devenues hyper populaires via les grandes alumineries du Québec qui, eux, ouvraient des usines beaucoup. Un peu partout, au Moyen-Orient et tout. Et sur les spec sheets ou, si tu veux, les requis, ça prend des bottes royées. OK. C'est comme ça qu'à l'international, tranquillement en Europe, en France, au Moyen-Orient, ben oui, on a commencé à ouvrir maintenant, aujourd'hui, 21 pays. Fait que le cuir est comme... Il tient, puis dans le fond, le caoutchouc, le cuir, il tient dans le caoutchouc, en fait. En fait, la botte de cuir va descendre dans un moule où tu as déjà une semelle, semelle de contact. Le moule va fermer, puis c'est la midsole qui devient le contact entre le cuir puis la semelle de contact qui fait on va dire, le gâteau. Là. Qui avant était genre collé. Avant, c'était collé, exactement, qui n'offrait pas la même genre de durabilité. T'sais, maintenant, ce que ça permet de faire, ça, c'est en double densité de caoutchouc. À Sherbrooke, ce qu'on fait, c'est du PU caoutchouc ultra léger. OK. Fait que là, on est capable d'avoir des densités vraiment, vraiment légères puis faire des bottes résistantes parce que ça prend... Je ne dirais pas, mais un des secrets d'une botte de travail, c'est d'avoir une semelle de contact en caoutchouc. Tout ce qui est PU, TPU ou ce genre de dérivé-là. Parce que le caoutchouc, il est mou, il prend la forme. Oui, puis il est durable aussi, puis il résiste à la chaleur. Fait que nous, on a toujours misé sur une semelle en caoutchouc. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qu'on développe, qu'on regarde. Fait que on va peut-être avoir des différentes, compounds. OK. Mais le caoutchouc a toujours été vraiment recherché. On travaille beaucoup avec Vibram aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Vibram dans le hiking super populaire, une compagnie italienne. OK. Puis eux développent beaucoup de semelles avec nous, mais c'est vraiment tout à base de caoutchouc, dont la semelle Arctic Grip, qui est la meilleure solution sur Slip and Fall on Ice, sans faire de publicité. Non, on est là pour ça. Faut en parler. C'est super intéressant. Tout ce qui est Tactical Uniform, si tu veux, police, IMS, je veux dire, premier répondant et tout ça. OK. C'est une semelle qui colle littéralement sur la glace. Ils ont développé un compound qui va absorber l'eau. C'est impressionnant. C'est microscopique, on ne voit pas le film que ça crée. Puis là, le film d'eau sur la glace, c'est une fiction, genre? Un peu. Ah, OK. Là, ça colle. Donc, ça, c'est un peu notre carte de visite pour les États-Unis parce qu'on développe les États-Unis présentement. OK. Là, tu vois, c'est un autre challenge. Écoute, Royer, les gens ne sont pas trop sûrs. Non, ça, c'est sûr. Ce qu'on leur dit, c'est pas nommez-les comme vous voulez, mais essayez-les. C'est ça, essayez-les au moins. Fait que, dans le fond, justement, y a-tu d'autres anecdotes qui mènent à comment que les bottes royées sont faites présentement? Tu sais, là, on parlait des alumineries où, justement, il y avait les capes d'acier, les semelles. Après ça, tu sais, sais-tu un peu qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour l'évolution de tout ça? Un autre des grands tournants, je te dirais, de Sherbrooke, comme je te disais tantôt, c'est le contrat militaire. Okay. Là, la botte militaire qu'on a développée, c'était quand même une botte ultra légère avec, je pense qu'on avait 72 grandeurs parce que les militaires demandent différentes largeurs, différentes longueurs. Puis militaire, il y a un cap.
Non, il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap. Fait que le modèle s'appelait Agility, puis on a dit, garde, pourquoi qu'on ne l'amène pas sur une plateforme avec le triangle vert? Donc, on a mis les certifications dessus, toutes dans le sans métal, bien sûr, en composite Kevlar. Okay. Et là, c'est devenu un des modèles les plus populaires chez Royer. Donc, la ligne Agility, présentement, c'est ce qu'on fait à Sherbrooke. Hyper populaire parce qu'on a comme amené une botte militaire pour le travail, où ce que là, le travailleur fait comme wow. Ouais. Je vous dirais construction légère, tout ce qui est plombier, électricien, même les gars de construction. Tant que tu n'es pas justement dans le coffrage, où là, tu sais, je vais te dire, gars, j'ai un autre produit pour toi avec une semelle vibrante, puis avec un cuir 2,2 mm. Mais tu sais, ce qu'on fait dans Agility, c'est vraiment une botte ultra légère, assemblée au Canada. Très facile. C'est-tu les bottes hautes? C'est des bottes plus courtes? On l'a dans le 6 pouces, 8 pouces. Écoute, on a toutes. Et ça qui est le fun, modèles. Parce qu'on est capable de mix and matcher. T'sais. Je donne un exemple. Air Canada voulait un de nos produits. Okay. Ils voulaient avoir un visuel pour savoir qui a les bottes, qui porte les bottes pour s'assurer que tout le monde est bien chaussé. Mais on a mis un midsole en PU rouge. OK. Fait que là, le gars de santé et sécurité se promène sur le site et est capable de voir, écoute, tout le monde a la botte. Fait que c'est des trucs qu'on est capable de faire qui est quand même super intéressant, d'adapter les produits, vu qu'on les assemble au Canada. Tu ne pourrais pas faire ça en Asie. Ben c'est ça, je m'en ai demandé. Dans le fond, cette agilité-là, avec tous les modèles, toutes les spécifications ou les ajouts sur une botte, est possible grâce à justement le fait que vous avez tout rapatrié ça ici. Puis dans le fond, vous avez bâti vos propres usines. Exact. Ça, c'est super intéressant. Puis, y a-tu d'autres, dans le fond, puis là, on parlait des technologies qui s'en viennent. Oui. Mais y a-tu d'autres technologies? Puis, avant même d'aller là, en fait, une autre question que j'avais. Ouais. Est-ce que je parle gros, hein, moi? Non, c'est correct. C'est juste, moi, ça bouge beaucoup. En fait, dans le fond, moi, ma question, c'est est-ce que vous travaillez aussi avec... Parce que dans le fond, tu parlais qu'il y a des bots pour certains métiers, tu as des bots pour d'autres métiers. Est-ce que vous travaillez en concert avec des travailleurs? Comment que ça fonctionne? Les bots que tu me dis que tu es plus pour le coffrage ou plus pour l'électricien, c'est... Y a-tu des recherches qui ont été faites là-dessus? Toujours. Tu me parlais d'un labo. Comment que ça se fonctionne? En fait, nous, on suit un processus StageGate. Là, c'est Bob Cooper qui avait lancé ce processus-là. Tu as des portes, tu as des gates à respecter. Puis ça part du blueprint jusqu'au premier prototype, essai de portée. Après ça, minimum viable product. Quand on est certain qu'on a quelque chose, on peut lancer une production. Mais tout ça... Pour faire le processus rapide, c'est sûr et certain que quand on lance nos premiers prototypes, on les fait tester. Fait qu'on les fait tester en laboratoire, mais on les fait aussi tester par des gens, des travailleurs dans les bonnes conditions de travail. T'sais, on parlait de la Wellington Pull-On tantôt, mais c'est sûr que là, on allait quand même dans la construction plus lourde. Là. Parce que les gars, ils aiment le modèle, mais tout cuir, c'est quand même une botte solide. Je te donne un exemple, beaucoup de gars d'agriculture. C'est ça, exact. Qui adorent ce produit-là. Le look aussi va avec, comme on disait tantôt, l'influence country. Mais oui, c'est sûr qu'on doit tester les produits. Puis écoute, on a déjà fait l'erreur de ne pas assez tester. Puis on apprend vite dans ce temps-là. C'est là qu'on apprend quand on fait des erreurs, malheureusement. Là, maintenant, c'est quand même le processus est très rigoureux. Comme je te dis, l'équipe innovation est vraiment top. Là. Je dois avouer qu'on a vraiment une équipe innovation. Francis Lacroix, directeur innovation. Frank, il va sûrement regarder ça. Salut, Frank. Puis tu sais, justement, comme là, on parlait au début, justement, il y a un défi avec une entreprise canadienne, québécoise, de faire valoir justement ces produits-là. Donc, vous devez nécessairement avoir une stratégie à quelque part pour mettre de l'avant ces produits, ces bottes-là, en fait. Là. Fait que, qu'est-ce qui se passe présentement? Là, tu parlais de Georges Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a des collaborations que vous avez présentement avec... Tu parlais aussi de l'armée. Y a-tu des co-contrats que vous avez qui se passent? L'armée, on a quand même certains contrats. Il y a beaucoup de services de police qui utilisent nos produits aussi. Donc, tout le segment Tactical Uniform est super intéressant. Mais ce qu'on a décidé de faire en toute transparence, c'est de... peut-être arrêter d'être un peu à la recherche du retail, des gros retailers. On parlait tantôt de, je ne veux pas nommer de nom, mais tu sais que c'est pas facile à percer l'espace en tablette parce qu'ils sont intégrés verticalement puis ils poussent leur propre marque et on ferait tous la même chose. Donc, on s'est dit, écoute, on est peut-être mieux de travailler sur des solutions vraiment spécifiques à l'industrie. Et c'est là qu'à un moment donné, l'autre anecdote, c'est que le A+C, qui est le plus gros show de santé et sécurité au monde, en Allemagne, aux 2 ans. Il y a peut-être 8 ans, on était là. Moi puis le CEO, Simon, on est des amis, on voyage ensemble, on revient dans l'avion, puis on est comme, hey boy,
Océan Rouge, mon gars, je sais pas comment on va faire pour percer. Désespéré quasiment un peu parce qu'on se disait, écoute, on a un produit quand même intéressant, mais tu regardes toutes les marques en Europe, là, je veux dire, la sécurité, c'est super important, plus qu'aux États-Unis où maintenant, là, il y a comme un trend aux États-Unis de dire, écoute, le liability, puis moi, je veux pas être poursuivi, puis je veux m'assurer que mes... Fait que là, ils écoutent, tu sais. Mais en Europe, c'est déjà hyper normé. Bref, on revient dans l'avion, puis on dit, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour se différencier. Puis on est venu à la conclusion de dire, crime, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font du métatarse. Nous autres, on en a. On a fait des petites études, puis on s'est aperçu, écoute, qu'on ne savait pas qu'on était une des 3 compagnies au monde qui avait le plus de modèles avec du métatarse. Peux-tu nous expliquer un peu, c'est quoi le... Fait que le métatarse, en fait, c'est un protecteur qui est par-dessus la botte, qui protège les 14 petits os là, sur le top du pied. Ouais. Mais traditionnellement, c'est des métatarses externes très rigides, non flexibles. Là, on a commencé à développer des métatarses internes ultra flexibles, ultra légers, qui passent la norme. Puis là, les gars sont comme... Wow! Mais parce que c'est pas confortable. Un métatarse classique n'est pas confortable. Mais c'est quoi un métatarse? Il faudrait que j'aille la photo. Mais je sais que c'est pas facile pour toi de l'expliquer. Mais regarde, écoute, ça c'est mon pied, puis le protecteur métatarsien va venir par-dessus la botte. Okay. Vraiment par-dessus. C'est comme un flap avec une protection intérieure. OK. Mais là, nous, on a intégré ça à la botte. OK, fait c'est comme si on le voit plus. On le voit plus. C'est ultra, souple, exactement. Okay. Ça, c'est un gros créneau pour nous, où on a beaucoup d'attractions quand même, je dois avouer. Puis, est-ce qu'il y a... Parce que là, dans le fond, tu parlais justement... Puis là, c'est important de comprendre aussi que les bottes royées qu'on voit dans les magasins, c'est pas nécessairement juste les modèles qui existent. Tu parlais tantôt qu'on avait vous aviez un inventaire d'à peu près 200 modèles. Y a-tu... parce que, tu sais, dans les chaussures, comme dans n'importe quel domaine, on voit justement des abonnements, des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes rendu un petit peu là au niveau des façons de payer? Comment que ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est plus facile de pouvoir acheter une botte? Est-ce que c'est plus ouvert à tout le monde? Comment que ça se passe à ce niveau-là? Bien, je te dirais qu'on était les derniers par respect parce qu'on a beaucoup de détaillants indépendants. On était les derniers. La dernière marque à être accessible en ligne. OK. Mais pendant la COVID, écoute, on devait vendre, puis là, les gens voulaient quand même nos produits. Donc, on a commencé à vendre en ligne. On a un e-com, bien sûr, qui est ultra ficelé. Quand même, les gens peuvent acheter en ligne, mais la prémisse de respect pour nous est super importante. Donc, on respecte le prix de détail suggéré sur le site web, puis on invite tous nos marchands à faire la même chose. Fait qu'il n'y a pas de coupe de prix en ligne à commencer à comment dire, la guerre vers le bas, là, où que les gens vont essayer de vendre une botte qui vaut, exemple, 350-400$, essayer de vendre ça 200$. Non, ça, c'est sûr. Fait que tout le monde y perd. Fait que nous, on veut protéger nos détaillants, dire, regarde, respectons le prix de détail suggéré, mais bien sûr qu'ils sont accessibles en ligne. On a des programmes d'équipe aussi, c'est sûr. Et nous, on n'est pas dans le business du service. La première prémisse, c'est, exemple, toi, tu viens, tu as 400 employés, tu me dis, je veux fitter mes 400 employés. Nous, on est très clair à dire, écoute, on n'est pas dans le business du service. As-tu un détaillant local avec qui tu veux faire affaire? Okay. Rarement, mais ça arrive, il y a des gens qui disent, non, garde, moi, je vais acheter directement de vous si vous êtes capable de me servir. Mais je te dirais que le service est quand même important. Fait qu'on essaie de travailler en proximité avec les détaillants locaux. Et certaines grandes chaînes, des fois, qui ont des équipes aussi sur le terrain qui essayent eux aussi aller chercher des contrats industriels. Puis on les supporte là-dedans. On fait des wear tests. Je dirais que le wear test, pour nous, c'est une bonne question. En tout cas, je fais du coq à l'âne, mais notre marketing, au lieu de le mettre dans des billboards du grand public, où l'impact est quand même... Ciblé, exact. On a décidé de le faire plus ciblé avec des wear tests. On s'est dit, le produit, c'est l'ambassadeur de la marque chez Royes. Fait que les gens, on leur fournit une paire. Essaye ça, mon gars. Essaye-les, reviens-moi avec exactement. Ça. Ben, c'est ça, la plupart du temps, puis comme que je te demandais tantôt, est-ce que vous faites des tests avec des travailleurs ou des gars en agriculture? Parce qu'en fait, le feedback devient un peu votre recette, là, votre recette secrète. Parce que une botte, va être bâti au niveau, oui, de la sécurité, mais au niveau du confort, puis pour aller chercher... Le look, des fois. Le look aussi. Le look est de plus en plus important. Oui, parce que ça, tu vois, c'est drôle, parce que les mentalités évoluent. Ouais. Avant, les gens ne pensaient pas comme ça. Ouais, une botte de travail, mais c'est pas parce que tu es un travailleur que tu n'as pas le droit d'avoir du style. Non, c'est ça, c'est vrai. Tu sais, puis la Wellington, c'est drôle. La Iron Bolt qu'on a lancée, qui est une botte Iron Worker, avec une semelle un peu plus plate, flat.
Revolt. On a lancé des collections que les gars nous disent « Hey, moi, là, tu sais quoi, je vais... » Là, j'exagère, mais je vais en messe avec le dimanche, ouais. Où je vais veiller, je les garde dans le sac. Il y en a qui mettent tout le temps. Oui, il y en a qui adorent mais ça. Tu dois... Puis ça fait partie un peu de toute notre innovation. À un moment donné, quand on fait des wear tests ou que je te fournis une paire de bottes, qu'est-ce que tu penses du look? Ah, c'est ça. Là, on a 3-4 couleurs de cuir. Là, tu me dis, ouais, mais celui-là, il est beau en tabac. Oui, exactement. Parce que c'est sûr et certain que, tu sais, mettons, on se projette dans le futur, c'est sûr et certain que tu veux avoir vous autres, vous aimeriez avoir des gens qui portent vos bottes pour la sécurité. Mais d'avoir des gens qui portent vos bottes parce que le look, ça accroche puis qu'il y a du style puis tout, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Ça peut être un beau marché. Fait que c'est sûr et certain. Puis moi, j'ose croire que, tu sais, comme tu dis, il y a comme la botte Cap d'acier a tout le temps eu un aura alentour de ça qui fait que c'est une botte de travail. Là, ça n'a pas besoin d'être beau, ça a juste besoin d'être confortable, ça a juste besoin d'être une pantouche, je m'en fous. Fait que si on est capable de tourner la roue puis d'en faire un style qui est intéressant, dont la botte Wellington, avec qui, justement, on a travaillé puis on a fait tirer, justement, dans le concours. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis le country qui devient de plus populaire. C'est toutes des façons, des stratégies marketing, je pense, qui sont intéressantes. Puis une des questions aussi je pense, qui peut être intéressante, est-ce qu'il y a une manière, en ce moment ou dans le futur, de quelqu'un qui veut se faire une botte sur mesure, mettons? Mettons les patins. Je te parle au hockey. Là, tu peux pas te faire des patins sur mesure, mais tu es capable de te faire mouler ton patin. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qui est possible parce que c'est sûr et certain que quand tu passes 5-6 jours, t'es 10-12 heures, puis là, je parle du monde qui travaille beaucoup dans tes bottes de travail, oui, c'est bien d'acheter une bonne botte, mais est-ce possible de se faire ses propres bottes, genre, de se faire mouler? Écoute, très bonne question. On a un scanner 3D. Okay. Qu'on utilise souvent sur des contrats d'envergure. Parce que souvent, 90% des gens, tu peux les chausser avec ce que tu as, mais tu as toujours des gens, des fois, un peu plus difficiles à chausser. En scannant les pieds, on est capable de voir des fois s'il y a vraiment des anomalies, ou en tout cas, on peut-tu faire quelque chose pour eux? Des fois, on ne peut pas rien faire, mais ça, c'est un des trends. C'est sûr qu'on a regardé les scanners de patins. L'investissement, écoute, est quand même colossal. Ouais. Tu regardes ce que Bauer fait, exemple. Tu vas sur du sport, whatever. C'est des patins de fou. C'est incroyable, mais tu as raison qu'il y a une valeur ajoutée. Puis on a aussi regardé tout le volet. Bon, on a un projet qui s'appelait Royer Lab, où on disait, bon, mais regarde, écoute, tu veux-tu customiser ta botte? Je pense que c'est un... Et, tu sais quoi? C'est la beauté d'avoir une usine au Canada. Ben oui, c'est ça. On est capable de le faire. C'est un peu le modèle Subway. Tu sais, je veux tel cuir avec tel smell. Est-ce que c'est encore là. Ben, c'est encore vivant comme projet. Entre toi et moi, ça va être un service ou un produit qui, oui, va être plus dispendieux. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, il va tout le temps avoir du monde qui vont se dire, hey, si je vais genre garder ce bot-là pendant 1 an et demi, quasiment peut-être 2 ans, je vais m'en builder. Puis je vais faire, tu sais, c'est le trend, hein? C'est le trend. Le monde adore justement customiser un peu tout ce qu'ils peuvent avoir. Puis, j'ai oublié mon idée. Mais c'est ça. Fait qu'il y a tout ça qui se passe présentement. Puis, toi, vois-tu un mouvement qui s'en vient dans la prochaine année? Tu vois-tu quelque chose qui est en train de changer? Oui, le look. Oui, la sécurité. Mais vois-tu quelque chose qui va changer encore plus dans la prochaine année? Tu sais, tu fais des sondages, sondage après sondage, les gars, c'est durabilité, confort. Durabilité, confort, le look, bien sûr. Mais je te dirais que le trend, c'est vraiment, je te dirais, il y a un mouvement un peu vers la légèreté. C'est important que je pense que les gars soient confortables, mais que les bottes soient légères. Tu sais, un moment donné, les gens font comme moi, c'est juste, exemple, 25-50 grammes, mais 25-50 grammes sur 10-12 heures de travail, ça devient intéressant. Flexibilité, légèreté. Donc, c'est sûr que nous, on essaie d'innover beaucoup de ce côté-là. Avoir à peu près toutes les collections aussi, je pense qu'on est à l'aise avec ce qu'on a fait depuis 7-8 ans. Là. On part du soulier, de l'espadrille, puis on se rend jusqu'à la botte 10 pouces moins 60. Fait que le spectre, il est couvert. Mais écoute, il y a toujours de la place à l'innovation. Ça va venir avec le temps. Puis écoute, oui, c'est tu sais, Royer a été un des premiers à arriver avec le brun, Crazy Horse Brown, qui est un... OK, tu sais, ça, foncé. Tu sais, avant c'était tout le temps comme ce couleur-là, un peu. Blé, exact. blé puis noir. Ouais. Puis nous, ça, c'est une autre anecdote qui fait quand même partie de l'histoire Royer, c'est que
quand on a mergé avec eux, puis que Royer avait aucune production, avait juste de la production canadienne, on était arrivé à l'époque avec ce qu'on avait appelé la botte des bottes. On avait tout mis dans ce produit-là. C'était l'arrivée du sang métal, membrane imperméable, traitement contre les antimicrobiens. On avait un nouveau textile Armortex là, qui mettait un peu de look à la botte. C'était complètement différent. Ultra légère, flexible. Là, quand on est arrivé avec ça sur le marché, les gars ont comme fait « Wow! » Ben, c'était Crazy Horse Brown. Fait que ça a été un success story. Puis chez Royer, ça a été un des plus gros success stories depuis, je vais dire, 12-13 ans. On a vendu plus qu'1 million de paires de ce modèle-là. My God. 86-20 Félix. Je fais pas de pub, là, mais... C'est bol. Ultra. Les gars, puis ça, c'est drôle. Une autre anecdote peut-être, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est que les gars sont fidèles avec leur botte de travail. Mais ça aussi, c'est intéressant. Super fidèles. Puis c'est difficile de changer les habitudes. Puis tu sais quoi, à un moment donné, c'est correct parce que les gars, même si c'est une autre marque, ils aiment la marque, ils sont confortables. Fait que le challenge les a amenés à essayer une paire de bottes. Nous autres, il y a un gros défi là-dedans. Fait qu'on fait des initiatives. T'sais. Fait juste essayer une paire de bottes, on te donne une paire de bas. Fait juste les essayer. On veut que tu les essayes, les Royer. 70-75% du temps, les gens essayent la botte Royer, ils partent avec. Ça, on l'a observé. Bon, ben, en fait, la dernière chose, comment que les gens peuvent justement vous retrouver sur le web? Tu sais, là, tu parlais justement, vous avez maintenant un site web. Est-ce que vous allez dans des événements prochainement? Tu sais, comme où qu'on peut vous retrouver? Écoute, on va être à la foire agricole de Saint-Hyacinthe qui s'en vient, Expo Champ. C'est ça s'en vient début septembre. On va être là avec les Wellington. Si vous venez nous voir avec notre partenaire Antonio Moreau, qui est un super bon détaillant avec nous, qu'on apprécie beaucoup. Gros événement là-bas. Bien sûr, royer.com, Instagram, Facebook, les classiques. Mais on fait quand même beaucoup d'événementiels. On est très proche de nos partenaires détaillants. Souvent, le week-end Royer, on amène le barbecue, on donne des T-shirts. Là, on fait tirer des radios Bosch. On avait un partenariat avec Bosch, les radios de chantier. Bref, on essaie d'être innovant. Moi, je dirais aux gens qui écoutent le podcast, qui font « Hey, moi, je veux en savoir plus, puis j'ai une entreprise, j'aimerais ça que les gars essayent les bottes, puis... » Tu sais, contactez-nous. Je te dirais que qu'est-ce qu'on essaie d'être, puis j'espère que ça transpire dans ce qu'on dit, c'est qu'on essaie d'être humble. On sait d'où on vient. On a un devoir de mémoire envers les gens qui ont bâti Royer en 1934, bloc par bloc. Ça fait 90 ans cette année que l'entreprise existe. On est des survivants. On est David contre Goliath, mais il y a tellement un plaisir à faire ça, puis on est là pour rester, tu sais, puis... L'anecdote que je peux dire, la dernière, c'est que OEPLC, une année, une compagnie internationale, par personne entreposée, est à une table à côté de nous, puis on se fait présenter. Puis les gens disent « Hey, on est Royer, une petite compagnie canadienne. » Les gars disent « T'as pas besoin de te présenter, on sait très bien qui vous êtes. » Là, on est sorti de là, on a dit « Ouais. » D'après moi, on fait certaines choses quand même intéressantes. Mais écoute, on a tout à apprendre pareil, puis on reste quand même très humble, mais... Je pense qu'au niveau produit, on n'a rien envie à personne. En toute transparence, les gens, il faut qu'ils l'essayent. Il faut essayer le bon produit. Il faut l'essayer. Et le bon produit. Exactement. Bon, ben garde, on ne peut pas finir ça de meilleure façon. Je te remercie beaucoup d'être là. Merci les gars. Super apprécié. Merci, on se voit bientôt. Merci beaucoup. Merci.